Nous allons commencer cette table ronde. Et alors là, je vais poser une question d'emblée aux 3 personnes qui se trouvent à côté de moi. Quentin Vacher, donc, cofondateur, CEO Europe de Jolibox. Caroline Goulard, cofondatrice de DataVise. Et Alexandre Malch, cofondateur aussi de Melty Network. Quel âge avez-vous ? 25 ans. 26 ans. 27. Voilà. On est dans l'ordre. Ça vous donne une idée ? Bien. Écoutez, on va faire ça aussi dans cet ordre-là, si vous voulez bien. Comme vous avez des entreprises qui viennent juste d'éclore et qui n'ont pas forcément la notoriété de Schweppes ou de Mille Merci, j'aimerais que vous nous expliquiez un petit peu qu'est-ce que c'est votre activité, sur quoi vous êtes parti au début. Et puis après, on échangera un petit peu sur les best practices finalement des startups d'aujourd'hui. Quentin Vacher, vous voulez bien donner le là ? Vous voulez qu'on fasse une présentation complète Non, nous dire qu'est-ce que c'est finalement que Jolibox. D'accord. Donc, Jolibox, c'est venu d'une idée qui est de 2 constats assez simples. Le premier, c'était que 50% des femmes, ou 60% même des femmes qui consultent Internet régulièrement avant d'acheter des produits cosmétiques, mais seulement 5 à 10% selon les pays achètent in fine sur Internet. Et donc on s'est dit, il y a un problème de capacité à acheter sur Internet et donc d'information. Le deuxième constat qu'on a remarqué, c'était que les marques travaillaient de plus en plus avec les blogueuses beauté pour faire en sorte d'accéder aux consommateurs. Et ça, la réponse qu'on commençait à trouver, c'était de dire que les marques sont là, les consommatrices sont là, et les blogueuses sont proches des consommatrices. Donc il y avait besoin d'avoir un accès fort aux blogueuses pour avoir un accès aux consommatrices, et donc étaient prêtes à dépenser beaucoup plus d'argent pour travailler avec des blogueuses par exemple que avec des pubs télé, etc. Donc on a créé Jolibox, quelque chose de très simple, qui est ce que vous voyez ici. Montrez-nous concrètement. Voilà. Donc, c'est pas virtuel du tout. C'est concret. Ouais. Alors chaque mois vous recevez chez vous en début de mois une boîte comme ça, donc pour un abonnement de 13 € par mois, dans lequel vous allez trouver 4 à 5 produits de cosmétiques, donc dans un petit pochon élégant comme celui-ci, 4 à 5 produits de beauté pour pouvoir découvrir de nouveaux produits de beauté, de marques prestigieuses, de marques de niche, de marques de pharmacie, etc. Trouver du Yves Saint Laurent, il y a des belles marques d'après ce que j'ai vu sur votre site. Exactement, vous allez trouver à la fois donc les marques qu'on trouve en distribution sélective, des marques de niche qui peuvent venir d'autres pays et qui ne sont pas forcément encore connues. L'idée c'est de vous faire découvrir de nouvelles marques et pas le produit que vous allez trouver tous les jours dans un supermarché. Voilà, et puis donc ensuite l'expérience se poursuit pour la consommatrice parce que non seulement elle va pouvoir donc tester le produit dans sa salle de bain tous les mois, avoir un vrai contact avec le produit, et donc contrairement à une autre technique de marketing, elle va pouvoir le toucher, le sentir, tester l'usage et avoir une vraie expérience produit avant de potentiellement l'acheter. Et ensuite, on lui donne l'opportunité d'acheter le produit sur notre site internet et donc de connecter l'achat à l'essai. Et puis autour de ça, on éditorialise beaucoup ces produits en offrant tout un tas de contenus divers à nos abonnés, que ce soit des vidéos tutoriels sur comment utiliser le produit, des articles sur à nouveau l'utilisation du produit, pour faire en sorte que la personne puisse trouver son bonheur et comprendre comment profiter du produit. D'accord. Donc, à chaque fois, vous accompagnez le consommateur et vous faites le lien aussi avec l'annonceur, parce que j'imagine que dans le business model, il y a ces tests, ces allers-retours que vous faites avec le consommateur final qui peut être monétisé à l'annonceur. Oui. Alors, je pense que Jolibox est assez connecté au marketing en temps réel, à plusieurs égards. En fait, ce qu'on remarque, c'est que la première chose, c'est que les marques cherchent chez nous un contact avec les consommateurs qui soit direct. Ça, je pense que c'est l'une des premières spécificités du marketing en temps réel, c'est la proximité avec le consommateur. Et donc, grâce au fait de leur envoyer un produit qu'elles reçoivent chez elles, qu'elles peuvent utiliser en milieu naturel, dans leur salle de bain, il y a un premier contact. Et on a un deuxième effet qui est, alors là encore plus peut-être du marketing en temps réel, c'est que à ce moment-là, les consommatrices qui ont eu la chance de recevoir ces produits deviennent les ambassadrices de la marque. Et là, ça se passe par
tout un tas de canaux. Le premier, c'est le bouche à oreille, c'est-à-dire qu'elles vont ouvrir leur Jolie Box tous les mois, peut-être avec leur mère, leur sœur, une copine, une amie, une cousine. Et donc, on a un taux d'exposition de la Jolie Box de 4 femmes par femme qui reçoit la Jolie Box. Et ensuite, elles vont partager leur avis sur le produit. Elles vont en parler sur Facebook, elles vont en parler sur Twitter. Elles vont même se filmer sur YouTube en disant « Regardez, j'ai reçu un produit, je l'aime pour telle raison et telle raison ». Et pourquoi les marques s'intéressent à ça ? C'est que d'une part, on a fait des statistiques. En envoyant 20 000 boîtes, par exemple, on va excéder le 1 million d'impressions auprès de contacts, parce que la démultiplication des réseaux sociaux, des contacts en temps réel, etc., va avoir un impact finalement très volumique. Et la deuxième chose, c'est qu'on est dans un avis tranché, un vrai avis. Contrairement à une pub que vous voyez à la télé ou à une pub que vous voyez sur un écran où une star ou un people vous explique qu'elle a plus de boutons grâce à telle crème alors qu'elle n'a jamais eu de boutons, là on a une vraie consommatrice qui avait un problème, qui sait parler à la personne à qui elle parle, à sa cousine, à sa mère ou à quelqu'un sur les réseaux sociaux, qui est crédible et qui va, elle, dire j'ai eu un effet positif compte tenu de mon profil. C'est la recommandation de la voisine plutôt que de la star, mais toujours avec un effet viral qui ne se passe pas uniquement sur Internet, qui se passe aussi dans des réunions ou dans des échanges avec les proches. Voilà, exactement. Bien, ça nous situe un petit peu ce que vous faites et comment ça fonctionne. À vous, Caroline Goulard, vous avez un petit film, je crois. Alors, voilà. Datavise, les datas et la visualisation des datas. Exactement, donc moi je suis venue avec une petite vidéo pour présenter ça. En 2 mots, mon métier c'est de raconter des histoires avec les données. Donc si on peut lancer la vidéo. Ok, merci pour la vidéo, c'était un peu de dernière minute, donc je vous remercie de l'avoir prise. Donc voilà, notre métier c'est de raconter des histoires avec les données. Alors ça a l'air assez antithétique comme ça, parce que c'est vrai qu'on a un côté très techno, on est capable de se confronter à des très grosses bases de données, des données complexes, et ça a un côté aussi très média, parce qu'au final, ces données, il s'agit de tirer de l'information et de la présenter à des gens qui ne sont pas des experts de l'analyse des données. Donc ça, c'est vraiment notre cœur de métier. Et nous, en fait, on fait des interfaces. Ça se concrétise comme ça. Des interfaces web, des interfaces mobiles, voire des interfaces un peu plus innovantes. Et notre enjeu, c'est de réaliser des interfaces claires, pertinentes, challengeantes, qui vont présenter de façon attractive l'information contenue dans des données. Alors ça sert à quoi ? Nous, on a une approche très tournée vers les utilisateurs. Au final, on essaye toujours de répondre à des besoins de quelqu'un qui existe vraiment. Et en particulier, on a deux types de cibles dont on cherche à répondre aux besoins. D'une part, il y a le public, alors le grand public, le public plus professionnel, qui se retrouve confronté dans un univers informationnel aujourd'hui où il y a de plus en plus de données,
Et ces données-là sont pas lisibles de façon transparente pour la plupart des gens. La plupart des gens sont pas à l'aise avec les nombres, et alors en particulier quand on commence à parler de très gros volumes de données, ça devient totalement abstrait. Pourtant, il y a de l'information très intéressante qui peut être dégagée de ces données. Alors ces données, elles viennent de plein d'univers, elles viennent par exemple de l'ouverture des données publiques, elles viennent aussi des entreprises et des annonceurs qui, on va dire, recyclent des données métiers, des données internes, pour les transformer en services pour adresser le public. Donc on est dans des problématiques de brand content en fait. Donc l'idée c'est que dans plein d'entreprises, il y a des données finalement assez intéressantes auxquelles on ne s'intéressait pas forcément avec une approche média jusque-là. Un exemple peut-être ? Oui, tout à fait. Alors, par exemple, des données, imaginez un annuairiste qui va se mettre à faire de l'information locale, micro-locale. Au départ, il avait des données métiers d'annuairiste. Son métier n'était pas du tout de faire de l'information. Et puis finalement, il se dit qu'il va peut-être pouvoir transformer une partie de son métier, aller vers un nouveau positionnement, voire tout simplement proposer de nouveaux services en approchant ces données avec une nouvelle logique, une nouvelle dynamique. Donc, transformer les données en expérience d'information pour répondre aux attentes d'un public, c'est quelque chose qui est intéressant. Et c'est quelque chose qui nécessite d'avoir des interfaces qui vont traduire les données en un service. Donc c'est quelque chose qu'on peut faire. Autre chose qui nous intéresse beaucoup, c'est dans les entreprises, il y a des tas de gens finalement qui ne sont pas des analystes des données, dont c'est pas le métier principal, mais qui se retrouvent au quotidien confrontés à des tas de données, des tableurs Excel, du reporting, etc. Ces gens-là, généralement, ils n'ont pas toujours les bons outils. En particulier, dans l'univers marketing, les données servent surtout pour avoir de l'information. Au final, ce qui nous intéresse, c'est pas de manipuler les données, c'est pas de faire de l'algorithmie, c'est pas forcément de faire des gros traitements statistiques quand on est en analyse, enfin quand on travaille dans certaines fonctions marketing. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir l'information contenue dans les données pour travailler avec, pour échanger avec, pour aller voir le client, pour communiquer avec des collègues. Et ça, finalement, il y a assez peu d'outils qui sont capables de prendre des données et de vous envoyer juste l'information, sans vous demander de manipuler, de paramétrer dans tous les sens. Donc c'est un service aussi interne. Ça peut être un service interne. En fait, nous, ça coûte cher. Pardonnez-moi de vous interrompre. Ça coûte cher. On a un modèle économique un peu hybride. On a des briques techno, donc qui sont des briques de développement, qu'on mobilise sur des projets spécifiques. C'est-à-dire qu'après, on fait du sur-mesure. Par exemple, pour l'Express, vous avez fait du sur-mesure. Pour la ville de Rennes, vous avez fait du sur-mesure. C'est ça. On a travaillé aussi avec GDF Suez sur du sur-mesure aussi. On travaille avec la SACEM. On a travaillé avec les ministères. Donc à chaque fois, c'est du sur-mesure. C'est de l'infographie comme celle qu'on voit aujourd'hui sur Internet. Finalement, une image parle plus que le discours. Quoi. C'est une image, mais qui bouge, enfin qui est dynamique. C'est ça. Elle est branchée. C'est une image qui serait branchée sur la base de données et qui aurait beaucoup de fonctionnalités d'interaction pour vous permettre d'explorer l'information de façon un petit peu plus fine, mais aussi plus naturelle. L'enjeu, c'est vraiment d'avoir des interfaces homme-data, nous on appelle ça comme ça, un peu comme on avait les interfaces homme-machine autrefois, d'avoir des interfaces homme-data qui soient les plus naturelles possibles pour que l'information contenue dans les données vous puissiez y accéder de façon intuitive. D'accord. Donc ça va être des applications web, ça va être des applications plus outils, etc. Tout dépend des besoins. Ok. Pardon, excusez-moi. Votre entreprise, elle a été créée quand ? En 2010. On a juste un petit peu plus de 2 ans. D'accord. C'est un sujet qui pourrait intéresser Alexandre Malch, n'est-ce pas ? Sur votre site melty.fr, je sais pas, il y en a plusieurs. Vous nous expliquez un petit peu le principe et puis de la façon dont peut-être vous voyez le fonctionnement d'une start-up en temps réel. Est-ce que ça peut apporter à notre auditoire qui vient plutôt de groupes plus importants ? Il y a une vidéo aussi. Alors ça, pardon. On peut lancer la... Vous aviez prévu une vidéo ?
La galaxie Melty, c'est ça? Effectivement. Alors, pour résumer en 2 secondes, Melty Network, c'est le plus gros groupe média pour les jeunes sur Internet. C'est une entreprise que j'ai cofondée avec Jérémy Nicolas en 2005. C'est surtout une aventure humaine, un projet. Aujourd'hui, donc on a maintenant 8 sites sur Internet qui s'adressent aux 18-30 ans, un site pour les plus jeunes, les 12-17 ans, fan2.fr. Et on a créé une vraie rédaction, un vrai groupe média qui se base sur l'idée de dire on est capable, via des algorithmes, via des technologies, d'arriver à créer des outils numériques qui permettront à nos rédactions de faire un travail peut-être un peu plus précis. Et on a également construit ces fameuses rédactions qui, elles, utilisent des données analogiques qui sont capables de créer des sentiments, des émotions dans nos articles. Et donc Melty, c'est 220 articles par jour en moyenne, c'est 10,8 millions de lecteurs, soit un jeune sur 3 qui lit un de nos sites tous les mois. Et pour donner des idées de comparaison, l'ensemble du groupe média Melty Network fait plus de trafic que France2.fr, où Melty tout seul fait 3 fois le HuffPost français, je crois. Un truc 3 comme fois ça. le Le Huffington Post français, pardon. Ou 1 million de plus que Europe 1, je crois. Et c'est cool. Et non, c'est vrai, c'est super sympa. Et donc on a mis en place énormément de choses, mais principalement une plateforme qui s'appelle Shape. Tout est propriétaire chez nous. On est sur un business très vertical. On a nos propres rédactions, notre propre régie, nos propres hébergeurs, notre propre régie interne. Et sur Shape, on a créé des algorithmes qui nous permettent de savoir en temps réel quels sont les sujets qui intéressent le plus les gens sur Internet pour surfer sur ces vagues d'actualité qui sont créées sur le web. Et quelles sont également les cibles démographiques qui justement seront intéressées par ces fameux sujets. Ce qui nous permet de prédire en quelque sorte, et c'est pour ça qu'on parle du coup de marketing en temps réel, une ligne éditoriale quasi parfaite, en tout cas qui cible les attentes de nos lecteurs, et qu'on enrichit ensuite avec énormément d'interviews, énormément d'exclusivités, parce que Melty, c'est pas juste ces fameux algorithmes et ces rédactions, mais c'est énormément d'interviews, énormément de partenariats. Pour vous donner des idées, on réalise 32 tournages par mois en moyenne. On a produit cette année 45 heures de contenu vidéo totalement exclusif avec nos JRI, et on a en moyenne par jour 3 exclus qui peuvent être sur l'ensemble des sujets, puisque une de nos forces, et c'était de dire on segmente les jeunes de 2 manières différentes. Déjà, il y a les plus jeunes qui sont sur Fan2. Ensuite, il y a les étudiants, les jeunes actifs qui sont sur Melty. Et on a choisi de proposer à nos annonceurs, puisque finalement on est aussi une régie sur Internet, d'avoir à la fois la capacité de faire de la puissance avec Melty, puisqu'on est capable de toucher beaucoup de jeunes, mais également de pouvoir ensuite l'affiner avec nos sites thématiques, puisqu'aujourd'hui, Melty Network, la galaxie Melty Network, comme on l'appelle, c'est Melty Style, Melty Fashion, Melty Buzz, Melty Food, Melty Extreme et Melty Campus, qui a également une version papier géolocalisée. C'est sorti avec Métro? Exactement, c'est le 26 novembre dernier et c'était un vrai succès. Ça a été tiré à 100 000 exemplaires, distribué dans 72 points vente. Et on a eu des retours très très positifs de nos clients, puisque beaucoup de personnes disaient que c'était très compliqué d'arriver en fait à cibler les jeunes sur du papier, entre guillemets, dans la vraie vie. Dans la vie numérique, il y a Melty, c'est assez simple, mais c'est vrai que sur le papier c'était compliqué. Et on s'est rendu compte que nos lecteurs n'étaient pas forcément prêts à payer du contenu papier, mais étaient ravis de l'avoir de manière gratuite, à partir du moment où la ligne éditoriale était bien sûr adaptée, et c'était pas juste les meilleurs articles de Melty ou entre guillemets du réchauffé. Et c'est intéressant. Et on utilise beaucoup de données de tableaux de bord qui doivent être peut-être similaires un petit peu à ce qui s'y passe, puisqu'on a ces fameux algos en temps réel qui nous permettent de voir tout ça. Pour donner une idée, la moyenne d'âge de la boîte c'est 26 ans. Et moi, je suis toujours très impressionné par l'ambiance et l'énergie qui se crée dans cette équipe, puisque c'est une team. Et c'est marrant. Quand la directrice de nos rédactions, Pascal Herblond, nous a rejoints, il y a 4 ans, c'était notre première salarière, et on était assis sur des chaises en bois dans une cave à 10 sans fenêtre. Aujourd'hui, on a des vrais locaux, vous inquiétez pas. Et quand elle nous a rejoints, on avait 800 lecteurs par mois. Et elle, avant, c'était son premier taf, mais elle travaillait dans une mairie pour faire le journal communal. Et aujourd'hui, on est capable de toucher entre 350 000 et 400 000 jeunes par jour. Et ça fonctionne très bien. Et j'ai oublié de préciser un dernier truc qui est drôle sur Melty, mais on est un groupe média rentable. Et c'est important de le dire aujourd'hui. Pour un chiffre d'affaires Alors, on a fait 1,2 million la première année de commercialisation l'année dernière, 2,2 millions cette année, et on vise logiquement 4,5 millions l'année prochaine, toujours avec une croissance de 100%. Mais c'est des vrais chiffres. Ce sont les nouvelles normes. Et pour donner une dernière info qui m'intéresse beaucoup, grâce à toute cette technologie, paradoxalement, on est le groupe média qui recrute le plus de jeunes rédacteurs,
puisque l'année dernière, on a recruté 14 journalistes de moins de 25 ans en CDI. Et en CDI, le CDI classique traditionnel, quoi. Voilà. Merci. On retrouve aussi là encore des constantes des débats qu'on a eu précédemment, le côté un peu hybride, parce que vous êtes aussi un peu à la frontière du web, de la presse, de la production de contenu et aussi du push vers le client, puisqu'il y a un lien. Je voulais le souligner parce que j'ai vu vos rédactions. Alors que dans les rédactions, les marques, enfin, on a une distanciation logique par rapport aux marques pour garder l'indépendance et en parler en toute indépendance. Là, il n'y a pas non plus le même état d'esprit. Les marques, vous trouvez des marques, c'est-à-dire des objets de marque dans la rédaction et vous n'avez aucun complexe non plus là-dessus. Exactement. L'idée principale de Melty, mais c'est même le nom Melty qui vient de Melting Pot à l'origine, c'était ce mélange. Donc on a choisi de créer un mélange entre la technologie et l'humain. D'ailleurs, on a le Y de Melty, Y for Young est notre symbole. Et on a un Y géant sur le campus d'Epitech, parce qu'on est toujours dans le campus de notre école, on trouve que c'est important. On a un Y géant et une branche du Y qui est écrite en binaire, la partie informatique, qui repose sur l'autre branche du Y, qui raconte l'histoire, cette fois-ci de manière analogique avec du texte. Et pour les marques, notre idée c'est simple, pour nous Melty, c'est un site qui va parler de l'ensemble de l'univers des jeunes. Et aujourd'hui, les marques font partie intégrante de l'univers des jeunes. Et on trouvait normal, et même plutôt intéressant, que chacun de nos sites, qui sont des sites d'information sur le divertissement et pas que des sites d'actualité, puissent créer dans leur rédaction et reproduire justement l'univers des marques qui intéressent les jeunes sur leur secteur. Donc sur Melty Food, on va retrouver une partie de nos annonceurs. Sur Melty Style, on va retrouver également une partie des annonceurs. Sur Melty Buzz, on va retrouver les objets qu'on nous envoie à la rédaction. En ce moment, à Melty Buzz, on a un calendrier Maya qui décompte le nombre de jours qui restent avant la fin du monde. Et ça fait partie de l'univers global. Et on en est très fiers. Melty entrepreneur, parce que là, vous voyez, si vous voulez parler de Jolibox et de Datavise, ça pourrait être on a énormément de projets. Il faut savoir que maintenant, Melty, c'est un groupe international. On est présent en Italie et en Espagne, avec un ratio de retour sur investissement de x5 par rapport à la France. On continuera à se développer l'année prochaine dans 2 pays, et on lancera d'autres Melty. Mais plus précisément, on a une vraie culture de l'énergie de la jeunesse, et ça me fait plaisir justement de pouvoir tous en parler. On a créé une rubrique qui est la rubrique iconique de Melty qui s'appelle Young Energy. Et Young Energy. C'est une des rubriques les plus fortes du site. Et le but de cette rubrique, c'est justement de mettre en avant des jeunes qui créent des projets qui sont cool, qui se déchirent. Ça peut être des entrepreneurs, ça peut être des gens qui veulent faire du sport, ça peut être des danseurs, ça peut être des musiciens, ça peut être des artistes. Mais on essaye vraiment de redonner une place à la jeunesse, puis à la vraie jeunesse. À l'énergie. À l'énergie, finalement, exactement. C'est l'énergie. Voilà, l'énergie, c'est déjà une marque un peu prise. Alors, il y a peut-être aussi un autre parallèle entre vous, hormis la jeunesse, hormis l'énergie, c'est le côté international. Je ne sais pas pour Datavise, mais enfin, tout de suite, finalement, je crois que c'est Joël Leronet qui expliquait ça ce matin, ou on a eu d'autres exemples aussi dans ce qu'on a vu cet après-midi, mais tout de suite vous pensez à l'international. On fait plus de business plan forcément, on fait plus les choses petit à petit, on n'assure pas forcément le marché domestique. Hop, tout de suite c'est global. Aujourd'hui, le business ou pas? Oui, alors, juste pour resituer, donc Jolibox, c'est une société qui a un peu plus d'1 an, qui est une date de juin 2011. On est présent aux États-Unis, en Espagne, en Angleterre et en France. On travaille avec à peu près 400 marques partenaires et ça représente plusieurs centaines de milliers d'abonnés. Et pourquoi l'international très vite? Nous, on a fait l'international au bout de 3 mois, je crois. On a commencé avec l'Angleterre et 6 mois l'Espagne. Parce que quand on est innovant, on a envie un petit peu de protéger son idée, et non pas simplement pour être le premier, le leader, etc., mais simplement pour éduquer correctement les gens avec lesquels on va travailler. Nous, c'est un métier qui est du B2B et du B2C. On a une relation tous les mois avec nos clientes, on a une très forte communauté, mais on a aussi une très forte relation avec les marques. On est une agence marketing qui a réussi à avoir 400 annonceurs en 1 an. Et pourquoi on a réussi à faire ça? Parce qu'on fait du sur-mesure, parce je reprendrai l'expression d'Alexandre, on se déchire pour les marques avec lesquelles on travaille. Et donc, il fallait absolument que les pays vers lesquels on voulait aller, peu importe le terme, soient éduqués à ce modèle et qu'on ne soit pas copié ou que quelqu'un raconte une histoire aux consommateurs qui n'est pas celle qu'on veut raconter. Nous, on veut
peut raconter une expérience qui s'appelle le try, le learn et le buy. J'utilise le produit, je m'éduque sur le produit et je peux acheter mon produit, et de même raconter une vraie histoire à la marque. Et il y avait un risque que ce soit pas le cas. D'accord. Vous avez même parmi l'audience un certain nombre d'annonceurs, ou en tout cas un annonceur, si le directeur général de IDTGV est encore là, peut-être pas. Alors c'est pas un annonceur, non. Je ne sais pas où ils sont. On a fait un partenariat avec eux, on a fait le premier salon de beauté dans un wagon entre Paris-Marseille, Paris-Bordeaux, Paris-Strasbourg, je crois. Voilà, donc on fait des choses un petit peu innovantes comme ça. Jolibox, c'est une communauté. Donc en fait, on va inviter nos abonnés à rencontrer les marques. Je vous disais tout à l'heure que, en tout cas, l'une des inspirations que moi j'ai du marketing en temps réel, c'est la proximité. C'est raccourcir le lien entre la marque et l'abonné. Donc on va faire en sorte de les réunir. On l'a fait dans le train, donc, et on l'a fait la semaine dernière dans un camion. Donc après la folie des food trucks. La folie des food trucks à Paris. Donc je sais pas si vous avez vu. Maintenant, on peut. Il y a un super programme qui passe sur Melty qui s'appelle Street Chef, justement. D'accord, il faut qu'on fasse un truc ensemble. Il n'y a pas un petit infographie quelque part Non, pas encore. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un petit peu la folie des food trucks en ce moment. Donc c'est quelque chose qui vient des États-Unis et on peut aller acheter un bagel, un burger, quoi que ce soit, place de la Concorde ou là où ils sont. Et nous, on a lancé le beauty truck, et donc on peut aller se faire maquiller ou quoi que ce soit dans Paris dans un camion. Donc voilà, donc on fait des partenariats comme ça, et c'est comme ça qu'on a travaillé avec IDTGV. D'accord. Okay. Voilà, l'avion la prochaine fois. Peut-être quelques questions de la salle, à la limite. Je pense que cette énergie que vous déployez a peut-être suscité aussi quelques interrogations. J'essaye de voir s'il y a quelques questions dans la salle. Une main là-bas à droite, exact. Vous avez de meilleurs yeux, moi. Une question sur la droite. Pardon. Bonjour, Amaury Lafronta, je suis consultant. J'ai une question pour Quentin. Est-ce que le concept qui aujourd'hui est donc dédié à la cosmétique, à la beauté, est déclinable sur d'autres univers ? Alors oui, je le pense. Je vais reprendre en deux temps. Premièrement, nous on a lancé la femme très tôt, c'est là où c'était le plus facile. Pourquoi la beauté ? Parce que il y avait un univers concurrentiel assez fort, ce qui fait que les marques ont besoin de se démarquer. Parce que comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, l'usage du produit est très important avant l'achat, et donc c'était mon conseil initial de dire j'ai 60% des femmes qui regardent Internet avant d'acheter, qui vont chercher leur information, mais elles sont pas prêtes à passer à l'achat parce qu'elles ont quand même besoin d'aller tester le produit. Et puis troisième raison, parce qu'il y a beaucoup de budget marketing. Le produit qu'on vous vend 40 €, il vaut 1 € à produire, et donc il y a 15 € de marketing, et tant mieux, ce qui fait qu'on peut avoir un coût d'acquisition assez élevé chez la marque. Pour autant, on pense que notre expérience du trial and buy peut vraiment s'étendre. On a lancé donc une gamme homme qui marche très très bien, que vous avez ici. Vous avez une boîte pour les messieurs qui s'appelle la Jolie Monsieur. Vous avez une boîte pour les bébés qu'on a lancée aussi récemment et qui marche très bien. Et on est en train d'essayer on teste aux États-Unis en ce moment une boîte qui s'appelle la Home Edition, donc avec des produits lifestyle pour la maison, etc. Toujours dans le même concept de je découvre le produit, j'en ai un usage. On va aussi m'expliquer comment l'utiliser, et ça c'est ce qu'on on appelle la curation. Alors je ne sais pas si c'est un terme avec lequel vous êtes tous ou pour la plupart familiers, mais qui est notre capacité, nous, à s'investir dans la prescription du produit, mais de manière neutre. C'est-à-dire qu'on va être... Je pense qu'on met en avant une double curation. C'est-à-dire que, premièrement, nous, on est suffisamment indépendant et crédible, en tant qu'expert beauté en l'occurrence, pour dire ce produit convient bien, utilisez-les. Et on n'est pas la marque, on est un intermédiaire de confiance, on joue un petit peu le rôle du best friend, et donc on va être capable de donner une recommandation. Et puis il y a une deuxième recommandation qui est celle que je vous expliquais tout à l'heure, qui est qu'à ce moment-là, quand vous avez envoyé votre boîte à 100 000 personnes, vous avez 100 000 ambassadeurs qui se battent dans la nature et qui sont fiers de présenter votre produit. Excusez-moi, pour revenir à la Home Edition, on a lancé ça, et ensuite naturellement l'opportunité d'acheter le produit sur Internet. Ça marche très bien, on a fait des ventes records dès le début, et donc on pense pouvoir étendre le modèle sur plein de choses, mais il faut réussir à conserver l'indépendance éditoriale dont on parlait tout à l'heure, cette capacité à avoir une vraie capacité de prescription, et surtout une capacité à dénicher. On n'est pas là pour vous mettre le rayon de chez Carrefour dans une boîte. C'est vraiment si à un moment nous on perd notre capacité à dénicher les bons produits, à mettre en avant des choses qui conviennent à l'utilisatrice, alors c'est pas possible. Et donc c'est pour ça qu'on personnalise tous nos coffrets. En fait, quand vous vous inscrivez sur Jolibox, vous répondez à un profil de 30
30 questions, ce qui fait qu'on vous connaît très bien et donc on va pouvoir envoyer le coffret qui vous correspond. Et en fait, on fait pas simplement ça. Je suis désolé, je suis un peu long, mais je pense que ça relate pas mal le thème. On va personnaliser le coffret qu'on vous envoie en fonction de vos attentes, donc de votre profil beauté, mais aussi en fonction de vos comportements passés. Et pourquoi ça? C'est que chaque fois que vous allez recevoir un produit, vous allez ensuite, au bout de 3 ou 4 semaines, répondre à un questionnaire sur est-ce que j'ai aimé le produit. Donc là, vous imaginez la masse de data qu'on peut récupérer pour la marque. D'une part, on reçoit ces 15 réponses qui sont hyper qualitatives parce qu'on a une cible qui est hyper qualitative, mais en plus, on peut les recouper avec les 30 questions qu'on leur a posées au début, et en plus, on peut les recouper avec les autres réponses auxquelles elles ont donné précédemment. Et ça permet à la marque naturellement d'avoir énormément d'informations, mais aussi nous, encore mieux, de personnaliser le contenu. Ah, si je puis me permettre, j'ai été voir les tarifs. C'est certainement à des aficionados de la beauté que vous vous adressez. C'est quand même assez cher. Enfin, je vois l'abonnement. Alors. C'est 13 € par mois, donc ça me paraît pas très cher, mais après peut-être que ça l'est. Non, alors pour répondre à votre question, ce ne sont pas que des aficionados de la beauté. La plupart l'étaient au début. Aujourd'hui, c'est pour tout un chacun, parce que en fait, ce dont on s'est rendu compte, c'est que même les aficionados de la beauté ont besoin de conseils, et qu'en fait, ça peut vous permettre simplement de faire les bons choix. Je vais vous donner un exemple. Une femme qui aujourd'hui a une quarantaine d'années et qui veut choisir un anti-âge, ce qui est assez commun, si elle veut trouver le bon, un anti-âge, ça vaut en moyenne 50 € ou même 80 € si elle a plutôt envie de s'orienter vers quelque chose de prestige. Et il y en a 20 dans le marché. Donc si elle veut faire son test, il faut qu'elle dépense 1 600 €. Moi, avec 13 € par mois, au bout de quelques mois, elle aura trouvé celui qui lui va bien. Vous êtes convaincant, incontestablement. Bon, écoutez, je vois qu'il est 17h20 et que nous avons nous sommes dans le timing. J'aimerais quand même vous faire parler, à la limite, ce sera vraiment la dernière question et pour vous trois, en tant que consommateur, puisque finalement, vous êtes digital natif, voilà. Qu'est-ce que vous attendez, vous, des marques? Pas uniquement en tant qu'entrepreneur, voilà. Ce serait quoi que vous voudriez que les marques peut-être plus établies que vous, fassent pour vous? Alors, oui. J'ai fait un flop, là. D'accord. Alexandre. Alors, moi, je pense que, en plus de devenir bien entendu annonceur sur Melty pour cibler précisément les jeunes, et ce qui semble une évidence aujourd'hui, et beaucoup de vous sont déjà nos clients et je vous en remercie, il y a un truc super important qui est une leçon qui nous a été appris par quelqu'un de vraiment puissant en termes de marketing, qui s'appelle Justin Bieber. Et plus sérieusement, ce mec-là a réussi à créer quelque chose, et ce quelque chose, c'est ce qu'on appelle la règle en interne du Justin Bieber, c'est la règle de « il faut donner pour recevoir », qui existe avant, mais il y a d'autres personnes, mais on va l'appeler la règle de Justin Bieber pour rester connecté. Il faut donner pour recevoir. Et je pense que c'est vraiment, vraiment important que les marques aujourd'hui, quel que soit le support de communication, quelle que soit la méthode de communication, n'oublient jamais cette règle et se disent tout le temps j'aimerais bien que les gens achètent mon produit, qu'est-ce que je fais pour leur donner quelque chose avant de leur demander d'acheter le produit? Est-ce que c'est parce que j'aurai un vrai film avec une vraie expérience? Est-ce que c'est parce que j'en aurais parlé? Est-ce que c'est parce que je vais les écouter? Est-ce que c'est parce que je vais leur offrir des études marketing ou des infographies, par exemple? Est-ce que c'est par ma proximité? Mais qu'est-ce que je donne avant de demander aux gens d'acheter? Si je fais une caricature, et c'est pour ça que je reprends Justin Bieber en exemple, la moitié des artistes musicaux français, mais c'est comme des marques finalement, vont se contenter de venir et dire voilà, aujourd'hui je vends un nouvel album, est-ce que tu peux parler de moi? Aujourd'hui je fais un concert, est-ce que tu peux parler de moi? Et demain je refais un nouvel album, est-ce que tu peux parler de moi? Et les artistes américains, Bieber ou Nikos Aliagas en France par exemple, ont compris qu'il fallait faire l'inverse. Et eux ce qu'ils font, c'est qu'ils disent voilà, je te mets une photo de moi en train de jouer à la Xbox, je réponds à tes tweets, et puis ensuite, est-ce que tu peux voter pour moi pour les prochains Emmy Music Awards? Et puis ensuite, ils vont renvoyer une photo de leur petite sœur, et puis ils vont dire, regarde ma mère, elle est super sympa, et puis ensuite, ils vont redemander à voter pour eux et à acheter l'album. Mais ça fait que ça marche, parce que la personne, elle se met au même niveau que toi, qu'elle discute avec toi, et qu'elle t'offre quelque chose, elle te donne vraiment quelque chose. Et je pense que ça peut marcher pour toutes les marques. Ce qu'il faut juste, c'est trouver quelles sont les attentes de vos clients, et qu'est-ce que vous pouvez offrir, vraiment offrir, donner, c'est pas forcément un objet, hein, mais qu'est-ce que vous pouvez faire pour que vos clients se disent cette marque elle est cool. Et une fois que le mec s'est dit que la marque est cool, à ce moment-là, tu essayes bien sûr de vendre ton produit. Je pense que c'est important. Moi, c'est ce que j'attends des marques. Et les marques que je préfère, c'est celles qui m'offrent des choses, mais encore une fois, pas physiques, mais qui essayent d'être dans une relation one-to-one avec moi. Et pas la marque sur son piédestal tout en haut qui te dit des trucs. Bien.
Ça va être à méditer, ça, je pense. Caroline? Alors moi, je vais repartir dans mon univers. Moi, je suis un peu une grande déçue des médias en ligne, en fait. Il y a quelques exceptions anglo-saxonnes qui font des choses incroyablement intéressantes, avec des véritables expériences d'information. Je trouve qu'en général, les médias traditionnels n'ont pas réussi à réinventer des formats qui soient vraiment captivants, qui correspondent à la façon qu'on a de s'approprier l'information sur les supports numériques. Du coup, pour en revenir plus particulièrement sur le sujet des données, alors les données en particulier, les journalistes, la plupart du temps, les médias traditionnels, la plupart du temps, et les pure players aussi, souvent, sont assez incapables de jouer leur rôle de médiateur traditionnel face à l'information qui est exprimée sous des valeurs chiffrées, sous des valeurs de données. Le problème, c'est que cette information qui circule sous forme de données, elle prend une place de plus en plus importante dans notre paysage informationnel. Donc moi, ça me pose un problème. Alors moi, je travaille dans une boîte qui fait de la visualisation de données, donc je suis pas la plus à plaindre, mais quand on n'est pas dans mon cas, ça me poserait quand même un problème de me dire que dans mon univers quotidien, il y a une part considérable de l'information que je suis incapable de comprendre. Il y a des tas de choses qui circulent et pour moi, c'est du brouillard. Donc voilà. Et donc si les médias n'y vont pas, puisque justement les journalistes sont pas toujours en capacité de jouer ce rôle de médiateur. Les journalistes et les groupes de presse, disons. On va si dire vous ça permettez. comme ça. Je serais ravie qu'une marque prenne l'initiative de me dire voilà, nous on travaille comme ça dans notre univers, on produit des données, ces données elles révèlent des choses sur la société, elles révèlent des choses sur vous consommateurs. On a des données qui vous concernent vous si vous êtes un client de notre marque, et ces données-là je vous les rends, je vous les retransmets, je vous permets de vous les approprier. Ça peut être quelque chose à offrir. Ça peut être quelque chose à offrir de très très utile, effectivement. Le jour où ma banque me met une API à disposition pour que je puisse accéder à mes données bancaires, je suis ravie. Le jour où, plutôt que quand je cherche un hôpital, plutôt que d'aller sur des tas et des tas de PDF enfouis sur un site internet, j'ai un site, une application qui m'aide à faire mon choix, je suis ravie. Ouais. D'accord. Passer de l'âge de pierre à l'âge numérique, finalement, dans la visualisation de l'information. Quentin? Moi, je vais revenir sur ce que disait Alexandre et aller un tout petit peu plus loin même. Je suis 100% d'accord avec le fait que la marque doit se donner avant d'essayer de récolter un petit peu les fruits. Et je vais même aller plus loin, je pense qu'elle peut construire un dialogue. Et c'est ce qu'on essaye de faire avec Jolibox. Les questionnaires dont je vous parlais tout à l'heure, 30% de nos clientes, spontanément, sans aucune incitation, vont répondre aux questionnaires proposés par la marque. Pourquoi ? Parce qu'elles se sentent un moment engagées. Et donc je pense que c'est ça la notion, c'est d'essayer de travailler sur l'engagement du consommateur. Elles se sentent engagées, elles ont l'impression de pouvoir influencer le cours des choses, pouvoir dire j'ai aimé ce produit pour telle raison, je l'ai pas aimé pour telle raison, et espérer qu'il se passe quelque chose. Ça donne quoi ? Ça donne même qu'on va jusqu'à co-créer des produits avec nos clients. Donc on a créé des vernis à la couleur qu'elles souhaitaient. Et là, qu'est-ce qu'a la marque ? Elle a une première adhésion, elle a déjà 200 000 personnes qui ont envie d'acheter le produit, qui vont dire c'est moi, j'ai participé à la création de ce produit, à dire à leurs copines, à leurs amis, etc., va l'acheter, etc. On a fait autre chose avec L'Oréal en Espagne, par exemple. Après avoir fait une campagne d'échantillonnage avec nous, L'Oréal a récupéré les informations de nos abonnés, en a sélectionné 3, et c'est elles qui font la pub du produit en Espagne, en disant moi je l'ai testé, vraiment, etc. C'est un peu comme les blogueuses il y a quelques années. Exactement. Donc là, en fait, on a ce qui était un petit écosystème de centaines ou milliers de blogueuses est devenu un écosystème de centaines de milliers, voire de millions de personnes qui prennent la parole. Et je voudrais juste faire remarquer quelque chose. Quand on rentre dans cette dimension de dialogue, on arrive à faire quelque chose qui est quand même assez extraordinaire. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, c'est qu'on fait payer le marketing aux clientes. Je ne sais pas si j'ai été très clair, mais on vend des échantillons. Donc on vend des produits que normalement vous devez acheter, que vous recevez gratuitement. Pourquoi ? Parce qu'on a réussi à créer un storytelling, une histoire, un dialogue avec la marque qui fait que la cliente est prête à faire l'achat du produit, donc ça coûte rien pour la marque, et en plus se faire l'ambassadeur de ces produits. Et c'est pas simplement bien parce que c'est pas cher. Vous allez me dire c'est pas cher, ça réduit le ROI de la campagne, j'ai pas besoin de payer la campagne. Mais c'est encore mieux parce que ça réduit le coût. Et ça augmente l'engagement du consommateur, donc ça augmente la portée. Donc vous diminuez, vous augmentez le dénominateur ou le nominateur, je sais plus, et vous diminuez le dénominateur. Donc vous décuplez votre ROI parce que vous avez un consommateur qui a payé pour parler de vous et en plus qui est super engagé, qui croit vraiment et qui a envie d'y aller.
Ok, enfin, en tout cas, ce que je retiens, c'est que le manche bouge vite, mais que vous mariez, votre génération, vous mariez assez bien, à la fois le côté utopique ou utopiste, hein, on échange, on donne, et puis le côté commercial. Hein, on est quand même encore dans un monde un peu hybride, enfin, une vraie conviction sur ce que vous faites et sur l'évolution de... Ah, une question, et puis ce sera vraiment... Après, on passera à un autre sujet. Oui, moi j'ai un vrai souci avec votre modèle économique sur le plan éthique. Hein, c'est que vous vous présentez comme un tiers de confiance, vous vous faites analyser des produits par des blogueurs qui sont censés être des experts de la cosmétique, vous faites payer les gens en plus pour le faire, chapeau. Je vous signale, depuis 30 ans, il existe des coffrets de naissance donnés dans toutes les maternités, mais là c'est les marques qui payent, vous avez réussi à faire payer les consommateurs, et derrière vous leur vendez les produits. Et vous faites comment quand un produit marche très très bien et qu'il n'est pas bon? Vous leur dites? Répétez la question s'il vous plaît. Vous faites comment quand un produit marche très très bien, vous le vendez très bien, c'est un best-seller chez vous, et que vous apercevez qu'il y a des petits problèmes de qualité, ou qu'il n'est pas bon, ou qu'il y a une formule qui déconne, vous l'arrêtez, vous le retirez, ou vous continuez à le recommander? Alors, est-ce que vous êtes jugé parti là-dedans, hein? Tout à fait. Plusieurs réponses. Premièrement, on met pas dans nos boîtes tout ce que les annonceurs nous donnent. On fait une vraie sélection. Comme je vous le disais, on se doit d'être dénicheurs de produits et non pas pousser tout ce qu'il y a dans les rayons. Donc, on va faire en sorte de donner ce qu'on pense va plaire à la cliente. Deuxièmement, on n'est pas producteur de cosmétiques, donc on n'est qu'un intermédiaire entre les clientes et les marques de cosmétiques. Et troisièmement, c'est exactement le dilemme de notre métier au quotidien, comme je vous le disais tout à l'heure, d'arriver à être neutre, de garder ce côté, comme je vous disais, best friend de la cliente, et d'être capable de lui apporter un avis qualifié, tout en la laissant elle juge de ce qu'elle en a pensé. Donc nous, on n'est pas là pour lui dire achète-le à tout prix. On est là pour lui dire ce produit, je te le présente, il vient de telle marque, etc. Et voilà pourquoi on pense qu'il peut être bien pour toi. Maintenant, c'est à elle de faire le juge, exactement comme vous achèteriez un produit n'importe où en magasin. Ça répond à votre question ou pas du tout? Je sais pas, vous êtes libre tous les jours de faire vos achats comme vous le souhaitez. Maintenant, s'il y a un défaut sur le produit, bien sûr, je vais pas le revendre. Hein. On va pas entamer un débat, mais il y a une vraie contradiction entre le fait que vous soyez là pour recommander des produits et que vous les vendiez en même temps. C'est ce qui se passe aujourd'hui partout. Que les marques le vendent et que vous soyez l'intermédiaire, ça c'est un autre problème. Mais vous les vendez. Et quelque chose qui, sur un plan éthique pur, me pose problème. Mais j'arrête là parce qu'on va prendre du temps. Lagardère vient de lancer tout un pôle e-commerce sur les sites de Elle et compagnie, et ça ne me choque pas. Donc, une question qui est peut-être un peu liée avec la question précédente. Comment vous faites pour lutter contre les fausses ambassadrices? Donc celles qui peuvent conseiller ou déconseiller un produit, mais pas puisqu'ils ont utilisé, mais puisqu'ils étaient payés par la compagnie des cosmétiques pour faire une fausse pub. Ça arrive souvent sur le blog des cosmétiques, il faut faire attention. Ça. Que des gens recommandent des produits sans les avoir utilisés, j'ai pas compris. C'est ce qu'on appelle les fausses ambassadrices. Oui. Ça veut dire elles participent dans votre projet, mais uniquement pour faire après un commentaire très positif ou très négatif, puisqu'elles sont payées par les entreprises fabricantes des cosmétiques. Est-ce que vous savez pas? Mais moi, c'est connu comme un problème de différents blogs, sites de conseils, où le forum où les gens s'expriment, que pas tous les commentaires sont honnêtes. Bien sûr, mais moi je maîtrise pas ce qui se passe sur le reste de la toile. Il y a des sites très connus, Beauté Test, Beauté Addict, sur lesquels il y a plein de forums, et effectivement, il se dit que certaines marques y envoient des gens pour exprimer des avis positifs sur des produits alors qu'ils les ont pas testés. C'est absolument pas mon métier, quoi. Vous me demandez ce qui se fait chez mes voisins. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que mes clientes n'ont aucun intérêt d'en parler si elles l'ont pas testé. Elles n'ont aucune incitation à en parler. Elles le font si elles en ont envie.
que en bouche à oreille autour d'elles ou sur les réseaux sociaux si elles en ont envie, et à nouveau sans aucune incitation. Et pour notre rôle à nous, pour revenir sur la question précédente et la liée à la vôtre, à nouveau on est là comme un tiers qui est simplement là pour faire l'intermédiaire entre la marque et le client, lui donner un peu plus d'éléments, donc c'est la partie learn dont je vous parlais tout à l'heure, sur l'utilité du produit, pourquoi on pense qu'il peut lui correspondre, l'histoire de la marque, etc. Après, ce qui se passe ailleurs, je peux pas beaucoup... Je vous propose quand même d'en rester là. C'est fou. Le sens de l'improvisation. Merci. On m'a coupé la parole. Oui, je vous propose quand même d'en rester là, mais c'est un vrai débat, un débat de fond, et c'est bien qu'on l'ait amorcé en tout cas. Voilà, je vous remercie encore pour d'abord votre dynamisme et puis aussi ce franc-parler. Nous allons maintenant accueillir Marie-Laure Sauty de Chalon.